avant de parler spécifiquement de la première loi de Newton, il faut que je vous parle un petit peu du principe des référentiels inertiels. Donc, qu'est-ce qu'un référentiel inertiel? Un référentiel inertiel, c'est un référentiel qui n'est pas accéléré. Donc, on n'en retrouve pas beaucoup, en fait. Il faut aller dans le fin fond de l'espace, loin des planètes, loin de tout, pour avoir un référentiel inertiel. C'est sûr que sur Terre, ici, le problème, c'est la gravité. La gravité, en fait, agit comme une accélération, hein. Si on lance un objet dans les airs, ben, il va accélérer vers le bas. À moins de travailler vraiment sur une surface horizontale, on ne peut pas considérer qu'on vit dans un référentiel inertiel. Si le mouvement se déroule à l'horizontale, donc par exemple, si vous êtes dans une automobile à vitesse constante, puis qu'on regarde, disons, le mouvement des objets seulement sur l'axe horizontal, là, on peut traiter les référentiels comme étant inertiels, tant et aussi longtemps qu'il n'y a pas de mouvement en Y. Ici, j'ai une automobile avec un conducteur. Donc, on peut supposer que le conducteur va à vitesse constante. J'ai mis un ballon sur le siège en arrière. Si on va à vitesse constante, le ballon va demeurer sur notre siège parce qu'on est dans un référentiel qui est inertiel. Donc, la voiture est un référentiel, un peu comme si notre monde se déroule dans notre voiture, puis dans ce monde-là qui est la voiture, vu qu'on va à vitesse constante, bien, les objets ne se mettent pas à bouger pour rien. Okay? Donc, un objet qui est immobile va rester immobile. Par contre, si j'appuie sur l'accélérateur ou si j'appuie sur le frein, donc admettons que j'appuie sur le frein, bien, je vais voir mon auto décélérer. La vitesse va diminuer. Donc, l'accélération va dans le sens contraire du mouvement. Je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté ça, mais si on freine trop brusquement, qu'est-ce qui arrive avec les objets qui sont déposés sur le siège en arrière? Les objets se déplacent vers l'avant. Donc, les objets semblent, dans notre référentiel de l'automobile, dans ce référentiel-là, on a l'impression que les objets ont été accélérés vers l'avant. Cette accélération-là, ici, c'est une accélération qui est fictive. Ce n'est pas une vraie accélération. En fait, on a l'impression qu'une accélération due au fait que notre référentiel n'est plus inertiel. On est rendu dans un référentiel qui est accéléré. Puis dans un référentiel accéléré, les lois de Newton ne s'appliquent plus vraiment. Donc la première loi de Newton, par exemple, ne s'applique plus. Donc, la première loi de Newton, je vous en parle, ayez toujours en tête qu'elle est valide seulement si on est dans un référentiel inertiel, donc un référentiel non accéléré. Donc, si la somme des forces appliquées sur un objet est nulle et que la vitesse de l'objet est nulle, bien, l'objet va demeurer immobile. Okay? Donc, on a un objet qui ne bouge pas. La somme des forces appliquées dessus est nulle. L'objet va demeurer immobile. Puis, une somme des forces qui vaut zéro, ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucune force appliquée sur l'objet. Il peut y avoir plusieurs forces, mais ces forces-là peuvent tous s'annuler ensemble. Si la somme des forces est égale à zéro et que la vitesse, on a un objet qui est à une vitesse constante, la somme des forces est nulle, mais l'objet va continuer à se déplacer à la même vitesse et on aura un mouvement rectiligne. Donc l'objet se déplace en ligne droite. Donc pour que l'objet change de direction, pour que l'objet accélère, il faut absolument que la force résultante appliquée sur l'objet ne soit pas nulle. Puis si on prend un objet qui va à vitesse constante, la somme des forces est égale à zéro. Si on veut arrêter cet objet-là, il va falloir appliquer une force pour l'arrêter. Alors, si je prends l'exemple d'un plan incliné, pour lequel on définit l'angle au sommet, la masse est rattachée par une corde jusqu'au mur vertical. Donc, dans cette situation-là, on n'a rien qui bouge. Donc, si l'objet est immobile, nécessairement, première loi de Newton, la somme des forces est égale à zéro. La question pourrait être déterminer la tension dans la corde. Donc, on commence par identifier les forces sur notre système, gravité, tension, force normale. Donc, vous remarquez que ce que je fais là, présentement, j'identifie des forces appliquées sur la masse. Donc, je prends la masse, puis je me soucie juste de la masse. Quelles sont les forces appliquées sur la masse? Mon système d'axes. Pour les mêmes raisons que tantôt, je vais prendre l'axe des X vers le haut, l'axe des Y dans le sens de la normale, ce qui me permet de rapporter mon angle θ au sommet ici. Le principe qu'on utilise, c'est de dire la somme des forces égale à 0. La somme des forces égale à 0, ça veut dire que la somme des forces en XI plus la somme des forces en YJ est égale à 0. Pour que ça soit nul, c'est certain qu'il faut que chacun de ces termes-là soit nul. Donc, je ne travaillerai pas avec les vecteurs, je vais y aller avec les composantes du vecteur. Je vais trouver la somme des forces en X et la somme des forces en Y, puis je vais tout mettre ça égal à 0. On va commencer par travailler sur les sommes des forces en X. Donc, mon diagramme de force, là, vous remarquez que en X, j'ai ma tension
qui est en x, puis ma force de gravité a une composante en x. Il va absolument falloir prendre la force de gravité, puis trouver sa composante en x et éventuellement sa composante en y. Donc la seule force que j'ai à décomposer ici, c'est la force de gravité. Une fois que c'est fait, toutes mes forces sont définies soit en x, soit en y, ou en x et y. Donc allons-y avec la somme des forces en x. Donc les composantes de force ou les forces qui pointent dans les x positifs seront positives, puis les vecteurs, les forces qui pointent vers les x négatives seront négatives dans mon équation. Donc en x, je vais avoir t, qui est dans les x positifs, donc plus t, et je vais avoir fgx, qui lui va être dans les x négatifs, donc moins fgx. Là, fgx, il faut juste prendre en considération notre triangle rectangle ici. fgx, c'est fg sin θ. Donc tout ça, c'est égal à 0. C'est tout ce que je peux dire par rapport à la somme des forces en x. Donc en y, maintenant, j'ai la force normale qui pointe vers les y positifs et j'ai la composante FGY qui pointe vers les y négatifs. Mais FGY correspond à FG cos θ. Et tout ça égale à 0. Donc je me retrouve avec deux équations, puis ce que je peux faire, c'est déterminer la tension avec l'équation en x et la force normale avec l'équation en y. Donc c'est sûr que si je vous donne la valeur de la masse et la valeur de l'angle θ, vous pouvez me trouver la tension et la normale en newton. Donc c'est un problème qui n'est pas trop compliqué ici, là. Mais le principe est toujours le même. Dans un problème d'équilibre statique, on fait la somme des forces en x, on fait la somme des forces en y, on se trouve deux équations, puis par après, ce qu'il nous reste à faire, c'est passer en mode mathématique pour trouver la variable qui nous manque. Donc, on va devoir faire un petit peu d'algèbre. Un autre type de problème qu'on peut faire avec notre problème de Newton, c'est des problèmes de statique d'un objet qui est suspendu par des cordes. Donc, par exemple, comme la pancarte de tantôt, là, la pancarte du cours de physique, ben, c'est un peu le même principe ici. Vous avez deux cordes rattachées à un nœud, puis on a la masse qui est rattachée en bas. Donc, dans ce problème-là, j'ai à la fois le nœud et la masse qui sont des points qui sont immobiles. Okay? La masse ne bouge pas, le nœud non plus ne bouge pas. Donc, quand je fais la somme des forces, ben, je peux faire la somme des forces sur un ou l'autre de ces objets-là. Je peux faire la somme des forces sur le nœud ou encore la somme des forces sur la masse. Une qui est facile, c'est la somme des forces sur la masse. Donc, si je prends la masse, puis que je la mets dans son propre référentiel, je regarde les forces qui agissent sur la masse, bien, j'ai Fg, le poids, qui tire vers le bas, et je vais avoir une tension vers le haut. Donc, on verra cette signification-là plus tard, là, Tm n sur m, là, dans le chapitre suivant. Mais ce que je vais vous montrer ici, c'est que la somme des forces égale à 0 sur la masse, parce que ma tension, on va dire la tension du troisième fil, c'est fil 1, fil 2, fil 3. Donc la tension T3 égale à mg. Pour le nœud, on a vu aussi au début du chapitre qu'une corde ici est mise sous tension, et cette tension-là se manifeste en force à l'endroit où la corde est attachée. Donc, cette corde-là étant attachée à la masse, la tension va se manifester ici vers le haut, et va se manifester aussi vers le bas au nœud, comme ça. Donc, ces deux forces-là ont la même grandeur, sont juste de direction opposée, puis c'est dû au fait que, on peut le voir facilement là, comme ça, là, c'est à cause de la corde. Okay? Donc, la tension de la corde est ici. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse vraiment pour là où on est rendu, c'est la somme des forces sur le nœud. On peut définir ici la masse de l'objet, puis ce qu'on peut faire, c'est changer l'orientation des cordes. Donc, si je change l'orientation des cordes, c'est sûr que les forces vont changer. De la manière que ma petite simulation est faite, là, c'est que pour calculer ces forces-là, ce que j'utilise, c'est la première loi de Newton. Puis je me sers des angles θ1 et θ2. Et ce que je fais dans mes diagrammes de force ici, c'est que je calcule, par exemple, ça c'est T1. Donc je calcule, je vais mettre les diagrammes sur l'image. Alors ce que je fais, je calcule T1x, T1y, T2x et T2y. Donc on comprend que mon système d'axes, XY, donc j'ai l'axe des X et l'axe des Y. Donc dans ce problème-là, donc c'est comme tantôt, j'ai la somme des forces en X qui est égale à 0. Donc ce que je peux dire, c'est que T2x moins
T1x égale à 0. Mais T2x, c'est T2 cos θ2. Et T1x, c'est T1 cos θ1. Là, remarquez, c'est sûr que moi, je remplace mes signes. J'ai mis un moins ici parce que mon angle est défini par rapport à T1. Mais si vous prenez l'angle par rapport à l'axe des X, le moins va apparaître en faisant votre cos. Okay? Donc, moi, j'ai toujours tendance à mettre mon signe avant, puis à prendre le plus petit angle. Et si je fais la somme des forces en Y maintenant, ben, j'ai deux forces qui tirent vers le haut, T1Y et T2Y. Et la force qui tire vers le bas, ben, c'est mon T3, qui est égal ici à FG. Bon, T1Y, c'est T1 sin θ1. Et voilà, comme ça. Donc, j'ai deux équations qui me permettraient de trouver T1 et T2. J'ai deux équations et deux inconnus. Donc, pour trouver T1, par exemple, ce que je pourrais faire, c'est substituer T2 dans l'équation des sommes des forces en X, puis aller les remplacer dans l'équation de la somme des forces en Y. Donc, il y a des cas limites, comme on peut regarder. Si les deux cordes sont attachées ensemble en haut, qu'est-ce qui arrive? Nos tensions sont identiques, puis devraient être égales. On le voit ici, là. On a 49 newtons, 49. Pour quelle raison? Bien, parce que notre masse ici fait un poids de 98, donc les deux cordes se partagent le poids également. Dans cette situation-là, de quelle façon c'est possible? Comment est-ce qu'on peut maintenir tout ça en équilibre? C'est certain que, donc il faut absolument que mes cordes deviennent des tiges. Donc, si j'ai des tiges rigides, ben mes tiges deviennent en compression, et puis cette compression-là va empêcher l'objet de tomber. Ça, on le voit ici, là. Donc, cette tige-là pousse pour faire une force C1, puis cette tige-là pousse pour faire une force C2. Puis ces deux forces-là ensemble font en sorte que le nœud peut rester en équilibre.